Le fait d'accepter de faire le 2, pour moi, vraiment, ça n'avait de sens que si j'avais la sensation de progresser. C'est-à-dire qu'au départ, je ne voulais pas faire de 2 parce que je n'aimais pas l'idée de rester avec un même personnage, de rester sur place, justement, de ne pas tenter une nouvelle aventure dans un autre type de cinéma. Donc j'avais vraiment accepté en m'imposant ça à moi-même, en me disant ça n'a d'intérêt que si tu parviens à repousser un peu tes limites. Ouais. Le mot d'ordre, en fait, qu'on s'était donné avec Julien sur l'écriture, c'est d'être plus ludique que le premier. C'est le mot qui est le plus juste parce que ludique, c'est-à-dire qu'il y ait plus de jeu, plus de jubilation, donc un peu plus d'action, un peu plus d'humour, en profitant un peu du personnage de Gauthier qui était vraiment bien dans le 1 mais très peu utilisé. Et puis plus d'émotion aussi. Donc voilà, ça c'était l'ambition de l'histoire. Ouais. Ouais. En fait, on est parti sur 2 albums qui sont ceux qui se déroulent en Birmanie, et puis on s'en est éloigné petit à petit. En fait, maintenant il reste très peu de choses. Donc on est parti de là, mais finalement, à un moment donné, on s'en est éloigné. Et moi, je trouvais. Enfin, quand on a commencé à s'éloigner de la bande dessinée, je me suis dit que de toute façon, c'était plus intéressant au fond d'écrire une histoire originale, même pour les fans d'ailleurs de la BD. Je trouvais ça plus intéressant de découvrir une nouvelle histoire de l'Argo que de voir une pure adaptation. James Bond, c'est un héros issu de la guerre froide, donc d'une opposition Est-Ouest. Au fond, l'Argo, c'est un personnage issu d'un capitalisme triomphant, qui ressemble, qui est plus contemporain que James Bond de ce point de vue-là. Et évidemment, ça pose la question, oui, en lui-même, le personnage recèle cette question-là, la question de la réussite, la question de peut-on diriger des centaines de milliers de personnes sans se comporter de manière très dure, forcément, sans faire le mal. Justement, on revient à la notion de bien et de mal, c'est est-ce qu'il est possible d'atteindre ce stade de pouvoir et de fortune sans faire le mal à un moment donné, sur les petites gens. Et ça, c'est une vraie question. Et au-delà de ça, évidemment, là, en l'occurrence, c'est une question par rapport au père qui, lui, a bâti cet empire, ce qui est donc une autre problématique que celle de l'Argo qui doit gérer cet empire. C'est peut-on bâtir un tel empire, effectivement, sans, au minimum, des compromissions. Il veut mettre cette fortune entièrement au service d'une fondation. C'est une solution un peu naïve, au fond, mais il décide de vouloir faire le bien plutôt que d'entretenir cet empire. Et donc de vendre son groupe et d'utiliser cette fortune immense pour faire le bien. Dans le début du second film, il tente d'échapper à ces responsabilités-là, effectivement. Alors, va-t-il y échapper? Ça, c'est la question du second film. Mais évidemment, il n'arrive pas à la tête du groupe en disant, ben voilà, je vais devenir patron de ce groupe et le gérer, et le faire prospérer. Je pense que ça, il en est totalement incapable. En réalité, l'autre chose, moi, qui me touche chez ce personnage, et ça, je pense que s'il y a, ce sera sans moi, mais s'il y a 10 Largo, et je le souhaite, ça restera toujours, c'est la dimension, ce destin qui lui est imposé. En fait, ce type qui possède tout, c'est un beau mec, il est riche, il a toutes les chances, mais il a une tragédie, c'est qu'il vit, son destin lui est imposé. Il lui a été imposé par son père adoptif. Et il ne parvient jamais à y échapper finalement. Alors c'est un destin doré qui peut paraître magnifique, mais le fait même qu'il lui soit imposé, qu'il ne lui corresponde pas, est pour lui une tragédie sans doute. Ouais. Je cite toujours cette phrase je crois que c'est Hitchcock, c'était le méchant, il ne faut jamais oublier que le méchant est le héros de sa propre histoire. C'est-à-dire que toute histoire que vous racontez, vous pouvez parfaitement la raconter dans le point de, vous devez pouvoir être capable de raconter cette histoire dans le point de vue du méchant du film, ou d'un des méchants, ou d'un autre personnage du film. Donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément de jugement de valeur, vous pouvez inverser les valeurs et les raconter du point de vue du méchant parce que lui-même a une quête, a une motivation, et c'est ça qui le rend intéressant. Ce qui était intéressant avec Sharon, c'est qu'elle pouvait vraiment incarner un procureur. C'était difficile de trouver une femme qui soit à la fois séduisante, on ressent cette intelligence, soit une femme de pouvoir. Elle avait tout ça, elle avait à la fois le côté sexy, à la fois elle dégage une force. Donc c'était vraiment intéressant ça. On a commencé par la Thaïlande, le nord de la Thaïlande, le camp militaire, le village Malunai, tout ce qui était dans la jungle en fait. Ce qui était censé être en Birmanie souvent. Ensuite on est allé à Bangkok, ensuite on est allé à Hong Kong, ensuite on est allé en Belgique,
où on a fait une partie Suisse et puis toute la course-poursuite voiture. Et ensuite, on a été en Allemagne. Et ensuite, on a fini dans le sud de la France, les scènes de chute libre. Nous, on avait une équipe très cosmopolite, parce qu'en dehors des équipes locales, même l'équipe principale était composée de gens qui venaient de plusieurs pays. En l'occurrence, par exemple, sur les effets spéciaux, l'explosion, c'est Uli Nefzer, qui est un spécialiste allemand, travaille beaucoup sur aussi les gros films anglo-saxons qui viennent en Europe, et qui fait un boulot incroyable. Voilà, donc si à l'avance, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ce que vous avez en tête, le découpage, le storyboard, il va vraiment préparer l'explosion dans le timing que vous voulez. Enfin, donc ça facilite évidemment le travail. Après, ce qui est toujours un peu compliqué sur ce genre de scène, c'est que vous n'avez qu'une prise. Donc oui, il y a une pression. En plus, le choix sur l'Argo, c'était déjà comme ça sur le 1, mais là, il y a beaucoup plus d'action. Donc c'est de faire tout ce qui était action était fait en live, c'est-à-dire qu'il y a très peu de plans truqués. Donc ça veut dire que voilà, quand il y a une explosion, il y a vraiment une explosion, une voiture qui s'envole, il y a vraiment une voiture qui s'envole. Les bagarres, elles sont faites par les acteurs et non pas par des cascadeurs. Donc du coup, oui, la prise de risque, elle est quand même, elle est là. Et entre autres, sur la course-poursuite voiture, la cascade finale de course-poursuite voiture, une fois qu'on l'a eu faite, pour être honnête, je me suis dit que je ne la referais pas. Le fait de faire l'action en live, toutes ces explosions, ça donne évidemment une vibration, ça permet aux acteurs de jouer plus facilement et plus intensément que s'ils jouent sur un fond vert. Et tout ce qui est bagarre, c'est des chorégraphies. Donc les chorégraphies, en fait, il y a ce qui est écrit au scénario, parce qu'il y a quand même souvent sur les bagarres, moi j'essaye de ne pas juste écrire, en gros ils se mettent des coups de poing et l'Argo gagne à la fin, parce que vous pouvez résumer à ça, une bagarre c'est très compliqué. Donc une bagarre, ça se scénarise quand même un petit peu. Donc vous essayez de la scénariser, ce qui fait une base pour discuter avec le chorégraphe, cascade, qui en l'occurrence c'était Philippe Guégan. Et lui va travailler avec ses cascadeurs d'abord, va filmer des répétitions, il va vous présenter ses répétitions, vous demander des modifications, puis une fois qu'il est prêt, il fait travailler l'acteur qui répète. Bon, là en l'occurrence, Tomer avait beaucoup travaillé sur le 1 pour arriver au niveau. Maintenant, il bénéficie de ça, c'est-à-dire qu'il sait faire des clés, voilà, il connaît en gros son métier de combattant, et du coup maintenant il n'a plus qu'à apprendre la chorégraphie. Mais c'est un gros travail. Et après, toute la question c'est comment vous filmez ces bagarres. Voilà. Et là, dans le film, il y en a deux, elles sont filmées d'une manière les deux sont filmées de manière totalement différente. Voilà. Une qui est, oui, il y en a une qui est la première, celle qui intervient dans le village. Et j'ai pris le contre-pied de tout ce qui se fait depuis quelques années, influencé par Jason Bourne, d'ailleurs principalement, qui est le surdécoupage. Donc là, j'ai voulu profiter du fait qu'on ait deux acteurs qui étaient vraiment capables de combattre, et la séquence de combat est découpée au minimum. Quand on regarde, il y a très peu de plans en fait. Et ce qui fait qu'il y a une forme de violence qui ressort parce qu'il n'y a pas de triche sur les coups. C'est-à-dire quand vous découpez beaucoup, vous pouvez tricher. C'est-à-dire vous balancez le coup de pied, vous faites l'impact, vous faites voilà. Et en fait, aucun coup n'est porté. Là, il n'y a pas de triche. Voilà. Là, il n'y a pas de triche. C'est-à-dire que les coups sont portés, pas à fond bien sûr, mais il prenait les coups. Et je trouve que du coup, ça donne, ça amène une autre dimension. Voilà. Et celle qui est faite un peu plus tard dans la salle de bain de la suite de l'hôtel était par contre tournée de manière aujourd'hui plus classique, qui est beaucoup plus découpée. Voilà. Tomer, il a enfin, c'est compliqué d'en parler à sa place parce que c'est en plus un garçon assez pudique, mais je pense qu'il a vraiment, dans certains traits de caractère, dans certains doutes et dans une forme de fragilité, il a des vrais points communs avec l'Argo. Donc je pense que pour lui, c'est un personnage, de la même manière que Sharon pouvait s'amuser à jouer d'ailleurs Franken, je pense que voilà, lui, c'est un personnage qui est au fond, quelque part, j'allais dire presque simple à jouer, ce serait exagéré, mais en tout cas, il a des vraies bases sur lesquelles s'appuyer pour le jouer. A posteriori, oui, bien sûr, on peut se dire c'est le mouton à 5 pattes, mais a posteriori. Voilà. Le choix à l'époque était extrêmement difficile. Tomer avait très peu d'expérience quand même, et surtout n'était pas considéré comme un acteur par la plupart des gens de ce métier. Et encore une fois, je me répète dans ce que je disais à l'époque, comme je disais il y a 2 ans, c'est que je n'ai rencontré personne dans ce métier à l'époque qui m'a dit Tomer Sisley, c'est une très bonne idée pour jouer l'Argo. Il a gagné en maturité. Et je pense aussi qu'il a moins de choses à prouver. Enfin, il n'y a pas de mauvais défis. C'est-à-dire dans le premier, je pense qu'il y avait un manque de légitimité pour lui qui était difficile à vivre. Donc il était là, il devait constamment se prouver à l'équipe, prouver ensuite aux spectateurs qu'il avait le droit de jouer ce personnage.
Là, il a plus à approuver. Donc ça lui donne, je pense, une plus grande confiance en lui, dans le bon sens du terme, et une plus grande liberté de jeu, je pense. Ouais. Et en plus que le personnage tel qu'il est écrit dans le 2 lui donne un peu plus de possibilités de jeu. Donc moi, je trouve qu'il a nettement progressé. Ouais, ouais. Vraiment, ça a été écrit pour Tom Hare. Mais c'était ça aussi d'ailleurs qui était intéressant dans le fait de faire un deuxième Largo, au-delà de, là, en l'occurrence, c'est sur de l'action, mais c'était intéressant d'écrire, de développer un personnage avec un acteur et de mieux connaître cet acteur. Et du coup, je pense que le scénario du 2 est vraiment adapté à ce que Tom Hare peut faire, sait faire, beaucoup plus que le 1, parce que je le connais très bien. Et voilà, je pense que le personnage, le matériau de base lui correspond parfaitement.